Mac Goudianou, il est assis à ma droite, comme Jésus à la droite du Père. Mac Goudianou, bonjour. Bonjour encore, Moriagua. À ma gauche, Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour, Moriagua. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez suivi les parutions, vous avez noté tout ce dont ont parlé les journaux ce matin. Et nous allons y aller. Allons d'abord par cette rencontre, cette délégation constituée des ministres des Affaires étrangères du Sierra Leone, du Bénin, du Togo, qui devraient se rendre au Niger hier pour aller rencontrer le Premier ministre pour la médiation. C'est de la diplomatie que l'on parle. Et hier donc, déjà autour de 17h ou 18h, nous avons eu l'information que les populations du Niger ont manifesté, des mouvements suscités par la société civile, des carrefours sur lesquels il y a eu des rassemblements, des carrefours par lesquels devrait prendre la délégation. Mais après, plus tard, c'est le Premier ministre, qu'on a suivi à travers un audio qui disait que la délégation est attendue et ne s'est pas présentée, sauf le Togo s'est présenté. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer? Nous avons suivi les quotidiens, notamment un journal qui parle de bons offices, et notamment Libération. Et je pense non, pas Libération, mais un quotidien, je vais revenir tout à l'heure. Mais de façon claire, on sait que Info Matin a dit que la délégation de la CEDEAO a été bloquée à Abuja. Que vous inspire donc l'absence de cette délégation hier alors qu'elle était attendue au Niger? Mac Goudianou. Bon, il faut remarquer que la délégation, suite aux informations qu'on a eues, c'est que la délégation n'a pas eu l'autorisation de la junte, c'est-à-dire du général Abdourahmane Tiani. Donc, et il faut forcément qu'il puisse donner son quitus avant que la délégation ne puisse venir convenablement à Niamey. Il faut remarquer que tout ceci ne fait que suite, en tout cas, au malentendu qui règne toujours quant à la négociation entre la CEDEAO et la CNPS, si je ne me trompe bien. Donc, du coup, il faut comprendre que, surtout, quand il s'agit forcément du Bénin, d'accord, vous allez comprendre que le Niger a toujours des griefs envers le Bénin. Dès qu'est survenu en tout cas ce coup d'État qui a changé encore le cours des choses au Niger. Parce que l'on a vu que plusieurs partenariats ont été interrompus entre les deux pays et que parmi les présidents sur lesquels les Nigériens tiraient beaucoup plus, c'était beaucoup plus sur le président ivoirien et puis sur le président béninois, surtout en la personne de notre président Patrice Talon. Donc sûrement que cette délégation a été, en tout cas, n'a pas pu quand même accéder à Niamey proprement dit, parce que, tel que vous l'avez dit, il y a eu des soulèvements en amont, des regroupements en amont pour pouvoir quand même fustiger, pour pouvoir en tout cas mettre en difficulté cette délégation-là pour qu'elle ne soit pas totalement reçue afin de pouvoir aller au-devant des négociations et aplanir les divergences qu'il y a. Donc il faut remarquer que dans ce cas précis, il faudra encore que du moment où, parmi tous les alliés qui devaient quand même participer à cette négociation, tel que vous l'avez cité, il y a le Togo qui est dedans. Et il faut remarquer qui s'est rendu. Mais qui s'est rendu. Cela explique, cela fait comprendre qu'en réalité, que le Togo, malgré ce qui est arrivé, entretient toujours de très bonnes relations avec le Niger. Et vous l'avez constaté, même en temps quand la CEDEAO interdisait toute coopération avec le Niger, le président Faure était même allé au Togo rencontrer la junte, d'accord, sans même attendre une autorisation de la CEDEAO. Ce qui a fait que beaucoup plus de partenariats étaient restés toujours noués entre ces deux
deux pays-là, ce qui n'a pas été catégoriquement le cas de certains pays de la CEDEAO, par exemple, comme le Nigeria, le Bénin également, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a toujours, en tout cas, ce grief-là que la junte a toujours envers le Bénin. Et il faut remarquer que si peut-être cette délégation était quand même constituée uniquement peut-être que de la délégation nigériane, que de la délégation peut-être togolaise, peut-être on n'assisterait pas à cet état de choses. Donc, il n'y a que la junte quand même qui puisse quand même justifier les vraies raisons pour lesquelles quand même ils n'ont pas pu donner l'autorisation à cette délégation de la CEDEAO pour pouvoir quand même venir aux négociations. Mais il faut remarquer que c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne permet pas quand même aux choses d'avancer, parce que vu la situation dans laquelle le Niger est actuellement, vu que même certains pays, d'accord, reconnus, très très démocratiques, ont reconnu déjà la junte, d'accord, comme lorsque je prends les États-Unis par exemple, qui reconnaissent déjà la légitimité de la junte par exemple, ça ne serait pas forcément, il faudrait quand même que l'organisation sous-régionale quand même puisse aplanir les divergences et aller vraiment à cette négociation-là. S'ils n'ont pas pu accéder, si c'est qu'on peut prendre par la délégation togolaise pour essayer quand même de renégocier cette venue de la délégation de la CEDEAO afin quand même de pouvoir en tout cas faire dissoudre ces différends qui existent entre nous, puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant entre toute la zone de la CEDEAO, et ça, tout le monde s'en sortira gagnant, pas seulement le Niger, mais toute la région CEDEAO. Moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi les journaux nous informent que la délégation n'a pas décollé d'Abuja, comme l'a écrit Info Matin, alors que dans la délégation faisait partie le Togo, et son représentant s'est déjà retrouvé au Niger sans la délégation qui devait décoller d'Abuja. Moi, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de questions. Ils ne sont pas partis forcément peut-être ensemble. D'accord. Voilà. Mais je sais que d'après les informations, d'après ce que j'ai écouté du Premier ministre du Niger, la porte n'est pas fermée. Non. Mais le Premier ministre se désole un peu de ce que la CEDEAO peut-être ne manifeste pas la volonté de sortie de crise. Adrien Tchoumakou, que dites-vous lorsque le Premier ministre avance que la délégation a prétesté de ce qu'elle n'a pas eu l'autorisation de survoler le Niger et d'atterrir au Niger, alors que le Premier ministre a brandi la note, ou du moins cette décision qui les autorise à survoler le Niger et à atterrir au Niger. Moré Yagua, je peux affirmer qu'il y a flou autour de ces propos du Premier ministre du Niger. Ah oui? Parce que si vous suivez les images, non seulement j'ai écouté les audios, mais j'ai eu la vidéo. La vidéo est encore avec moi, ça circule sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le Premier ministre a exhibé la brandie. Vous étiez au Niger? Il a montré... Vous étiez au Niger hier? Je n'étais pas au Niger. Ah, comme vous avez dit que vous allez nous dire ce qui s'est passé. Oui, je dis ce qui s'est passé. Ce sont les informations que vous avez. Pas seulement les informations que j'ai reçues, mais ce que j'ai vu comme ceci a passé à la télé. D'accord. Et qui est sur les réseaux sociaux. C'est une information, même ce que vous avez vu. Je peux vous envoyer la vidéo et vous allez jouer, on va suivre. D'accord. Le Premier ministre a exhibé à la face du monde entier 2 ordres de mission, c'est-à-dire 2 autorisations. On nous montre une autorisation qui autorise le Togo à venir au Niger et une autre qui autorise la CEDEAO à se rendre au Niger. Pourquoi 2 autorisations? Le Togo ne fait-il pas partie de la CEDEAO? Le Togo fait bel et bien partie de la CEDEAO. Le Togo ne fait-il pas partie de la délégation de la CEDEAO? Le Togo ne fait-il pas partie de cette délégation qui doit se rendre à la CEDEAO? Pourquoi elle a une autre autorisation? Pourquoi le Togo, de façon exceptionnelle, a eu une autre autorisation? Donc, il y a flou autour de la déclaration du Premier ministre du Niger. Je ne parle pas du mensonge d'État. Je ne dis pas que le Premier ministre a menti. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui ne colle pas.
Parce que Il y a pourquoi quelque chose qui n'a pas n'est pas été révélé encore. Non, mais est-ce que dans ce cas, il faut tirer sur le Premier ministre Non, il n'a pas encore tiré sur le Premier ministre. Il n'a pas encore tiré sur le Premier ministre. Il faut remarquer que la délégation de la CEDEAO, dont Diomansou dit qu'ils ont reçu une autorisation. Oui, un instant. Ils ont reçu leur autorisation. La délégation, en tout cas du Togo, a reçu son autorisation. Ce qui n'est pas normal. On devait délivrer une délégation, une autorisation à toute la délégation de la CEDEAO. On va même se poser la question au niveau de la CEDEAO, pourquoi il y a une délégation qui doit partir d'Abuja, d'accord, à part, et il y a une délégation qui doit partir du Togo à part. Puisque c'est ce qui a justifié le fait que la... dit qu'il y a une délégation qui doit partir du Togo. Non, c'est ce qui a justifié. S'il n'y avait pas eu cette situation, qu'est-ce qui a justifié la présence du représentant du Togo au Niger? On va laisser Adrien Tchoumankou. Justement. On nous parle d'une délégation, pas de la CEDEAO. La CEDEAO, le Togo fait partie de la CEDEAO. Je suis à 95% sûr de ce que les chefs d'État de la CEDEAO ont certainement décidé à ce que la délégation de la CEDEAO quitte Abuja. Exactement. Vous comprenez? Je suis d'accord. Si la délégation doit quitter Abuja, parce que la preuve c'est que notre ministre des Affaires étrangères a quitté le Bénin pour se rendre à Abuja. Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone s'est rendu là-bas. Pourquoi de façon exceptionnelle la junte délivre une autorisation au ministre des Affaires étrangères du Togo et une autre autorisation à ce que nous appelons la CEDEAO? D'où vous parlez de flou. Donc, je parle de flou. Il y a mal donne, il y a paradoxe. Vous voyez bien ce que je dis? Ça veut dire quoi? Si la CEDEAO déclare officiellement qu'elle n'est pas autorisée pour se rendre, d'abord, moi, je peux donner quitus à la CEDEAO, affirmer que la CEDEAO a dit rien que la vérité et la vérité. Parce que dans un état de droit, bon, même si c'est la tienne qui est au pouvoir, ils ont tout remis en cause. Dans un état sérieux, on ne peut pas dire qu'une délégation fait vous voir et très rapidement, vous délivrez 2 heures de mission. Vous voulez casser d'une manière ou d'une autre cette délégation. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que la faute, je ne vous arrête pas, Adrien Tchoumankou, ça peut dire quoi? Est-ce que la faute est au Niger ou bien c'est la faute est à la CEDEAO? Allons-y vers la CEDEAO maintenant pour faire les analyses. Pourquoi la CEDEAO lâche l'un de ses représentants, qui est le Togo, parti au Niger sans appartenir à la délégation? Je prouve que peut-être que quand la CEDEAO a formulé la demande de pouvoir aller là-bas et que le Togo devait faire partie de la délégation, peut-être que le Togo a dit nous n'allons pas peut-être partir avec vous, d'accord? Et il faudrait que nous, on va vous rejoindre là-bas. C'est bien possible. Peut-être que le Togo trouve que le Niger est déjà à ma porte. Oui, et pourquoi me rendre encore à Abuja avant d'aller? Mais la discipline de groupe oblige que toute la délégation parte d'Abuja. Le Bénin est plus à la porte du Niger que le Togo dit que le Togo est à la porte du Niger. D'accord. Mais le Bénin n'a pas les mêmes relations diplomatiques avec le Niger. Il faut remarquer ça. Oui, exactement. Vous me laissez parler. Oui, mais allez-y. Aujourd'hui, nous sommes tous informés et nous savons que les relations diplomatiques entre le Togo et le Niger, ces relations diplomatiques sont au beau-fils que les relations diplomatiques du Bénin et le Niger. Nous sommes tous unanimes sur le fait que le Bénin est un bon élève de la CEDEAO. Le Bénin ne peut pas se lever pour aller directement au Niger sans prendre part la délégation de la CEDEAO. Si le Togo fait défection et se rend de façon isolée au Niger, ça veut dire qu'il y a problème entre les membres de la CEDEAO, même entre les États de la CEDEAO. Mais vous remarquez qu'il arrive que... On va le laisser aller au bout. Non, il arrive qu'on invite des délégations, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est arrivé plusieurs fois qu'on invite des délégations et qu'ils se retrouvent de façon séparée au lieu de rendez-vous. Il y en a. Ça peut arriver. Ça arrive plusieurs fois. Ça peut arriver. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, le Niger vient de montrer clairement à la CEDEAO que son pays, c'est-à-dire le Niger, a toujours gardé de très bonnes relations avec le Togo. Et que le Togo
n'écoute pas ou ne traduit pas en réalité ce que souhaite la CEDEAO. Pour apporter de l'eau à votre moulin, Adrien Tchouamakou, Oui. je ne vous arrête pas, je ne vous cote pas. L'événement précis, si Marcel Yeddo, le jury compétent, veut nous afficher, le journal dit que les militaires au pouvoir interdisent l'arrivée de l'envoyé de Talon. Marc Goudiano, Adrien Tchouamakou, si le journal arrive à écrire ce titre, est-ce que ça ne veut pas dire que le Premier ministre ne veut pas dire directement que Il les ne veut militaires pas tel ou tel dans la délégation. ne veut pas prendre cette responsabilité pour dire que c'est les militaires au pouvoir qui ont interdit l'arrivée de l'envoyé de Talon et ils ont dû, comment je vais dire, ils ont dû faire le camouflage ainsi tel que vous le dites. Mais ce que moi je peux dire, c'est que du moment, moi je me dis de façon, en tout cas selon mes avis, je me dis qu'il manque, d'accord, je me dis qu'il manque encore des éléments d'appréciation de la situation, d'accord. Pourquoi je le dis ainsi? On ne sait pas de façon succincte comment la CEDEAO s'est organisée, d'accord, pour se déplacer vers le Niger. Je ne sais pas si à un moment donné, la CEDEAO a expressément dit aux représentants peut-être du Togo, venez devancer nous, oui, on se raconte. On n'a pas ces détails. Mais je voudrais qu'on dépasse à ce niveau du débat et qu'on voit peu ce qu'a écrit l'événement précis. Ce qu'a écrit l'événement précis est réellement très précis. Du moment où on sait qu'il y a le ministre des Affaires étrangères du Bénin qui doit faire partie de la délégation de la CEDEAO. D'accord. On sait déjà en amont que le Niger est en antipode avec toute négociation avec une délégation du Bénin. D'accord, on le sait. Et ils l'ont affiché plusieurs fois. Même à travers plusieurs fois, ils l'ont affiché. Donc, ça veut dire que peut-être que le Niger, dans le cas d'espèce, en tout cas, n'est pas d'accord du fait qu'il y ait un représentant du Bénin dans la délégation, aurait souhaité peut-être qu'il y ait un autre représentant, d'accord, dans cette délégation. Et donc, aurait quand même trouvé par voies et moyens, afin de pouvoir quand même essayer de bloquer, d'accord, l'arrivée de cette délégation-là. Mais, c'est-à-dire, c'est une supposition qu'on fait. C'est une supposition. Mais ça reste dans non-dit. Ce sont des, voilà, ça reste dans des non-dits. Ce sont des hypothèses. Et le Premier ministre exhibe d'autres arguments du moment où il faut sans pouvoir révéler que la junte militaire n'est pas d'accord pour la présence du délégation. Il faut que la CEDEAO maintenant, d'accord, vienne nous dire ce qui en est réellement de la situation. D'accord? Il faut que la CEDEAO vienne nous dire, maintenant la délégation de la CEDEAO vienne nous dire, OK, quand on a voulu démarrer d'Abuja, on a échangé avec le représentant du Togo qui a dit qu'il va nous devancer. Et donc on a dit, donc du moment, nous on lui a dit, OK, il n'y a pas de souci, on se rejoint là-bas. Du moment où les autres sont ici, on se rejoint là-bas. Donc, c'est en tout cas en situation de cas qu'on a constaté que lui, il était déjà là-bas, mais nous, on nous a empêchés de pouvoir nous rendre là-bas. Donc, je crois que du moment où ils ne sortiront pas pour pouvoir nous donner des éléments encore, on ne peut pas avoir tous les éléments pour mieux apprécier la situation. Mais une chose est sûre, on sait que le Niger a des griefs envers le Bénin. Le Bénin fait partie de la délégation de la CEDEAO. Donc, du coup, ça peut être une situation qui amènerait quand même le Niger à refuser de façon maladroite, enfin de façon indirecte, à cette délégation de pouvoir parvenir. Si vous avez compris, notre développement est toujours en train de partir du flou dont parle Adrien Tchouamakou qu'entretient le Premier ministre. Non, pas seulement le Premier ministre, puisque du moment où on n'a pas les éléments de façon très claire, Vous savez, le chef de file de la mission de la CEDEAO, c'est bel et bien Patrice Talon. C'est Patrice Talon, président du Bénin. Mais il ne faisait pas partie de la délégation. C'est-à-dire, le chef de file de quoi, vous? De la commission qui doit sur la délégation. Qui préside les négociations. Qui préside les négociations. Il y a, oui, je sais de quoi il vous parle. Au plan diplomatique, c'est Patrice Talon que le président de la CEDEAO, le président, comment s'appelle, le président du Niger, Nigeria. Le président Tinubu a désigné. Il lui a donné plein pouvoir. Et il se fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Maintenant, nous sommes tous
d'accord sur le fait que la junte au pouvoir au Niger ne veut pas de la personne de notre chef d'État. Mais quelle que soit la couleur de votre cabri, la fête aura lieu. C'est que la junte ne peut jamais dire nous ne voulons pas la présence du président du Bénin au Niger. Puisqu'il va falloir ramener la balle à terre. On doit ramener la balle à terre et la balle est déjà venue à terre. Vous voyez ce que je dis? La balle n'est pas encore à terre. La balle est déjà à terre, d'autant plus que tout au moins, quand vous suivez le Premier ministre du Niger, c'est qu'il y a eu des dates. La première date qui avait été avancée, c'était la délégation qui n'était pas prête. Ils ont essayé de rallonger, de proroger de 2 jours, et c'est finalement la date du 25 qui a été retenue. Maintenant, si eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, ne voulant pas que le Bénin fasse partie de cette délégation, si les autorités du Niger n'ont pas envoyé officiellement une autorisation et disent à la télé que l'autorisation a été envoyée, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. La junte veut toujours montrer que, bon, maintenant, entre-temps, quand la situation s'est présentée, vous avez adopté telle position, telle position, telle position, mais nous pensons maintenant que, qu'on veuille ou pas, vous avez accepté, vous nous reconnaissez en tant que président, en tant que responsable de notre État. Maintenant, nous allons vous montrer aussi que nous avons aussi de pouvoir. Donc, la junte, d'une manière ou d'une autre, est en train de montrer à la CEDEAO, pour moi, que oui, nous sommes après tout dans un État souverain, nous sommes autonomes, nous allons vous écouter, mais on peut encore mettre un peu du temps. Mais je pense comment sortir de cette crise, de cette situation? Sortir de cette crise, avec le sujet, c'est que il est souhaitable que la junte au pouvoir envoie officiellement et une fois pour de bon rendre public, s'il le faut, une autorisation à la CEDEAO pour que la CEDEAO se rende formellement au Niger. Est-ce que pour les négociations. On est obligé? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que la CEDEAO est obligée? C'est une question comme ça qui me vient à l'esprit. Hein. Est-ce que la CEDEAO est obligée de rencontrer la junte au Niger? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer dans un autre pays? Non, ils ne peuvent pas. En fait, la CEDEAO peut leur faire la proposition, mais connaissant cette junte, quand vous analysez ceux qui composent et vous voyez un peu leur passé, vous lisez un peu ce qu'ils ont eu à faire. Quand vous faites une lecture de ce qui a été dit, quand vous regardez un peu leur position depuis quelques mois, cette junte ne va jamais quitter son pays pour aller parler de son pays avec la CEDEAO. Sur un terrain neutre. D'accord. Une chose est claire, la CEDEAO est toujours prête pour se rendre là-bas. La junte, je pense que dans quelques jours, va autoriser, le calendrier sera harmonisé et il n'y aura plus de flou et les relations entre les pays qui composent la CEDEAO et le Niger, bien sûr, vont devenir des relations fructueuses. Les relations vont revenir sur... On le souhaite vivement à Tchomakou, mais vous savez que pour cette situation, par exemple, j'ai eu à parcourir, en tout cas, les informations je donne juste un exemple, j'ai eu à parcourir les informations du quotidien Le Matinal, par exemple, qui donne pour référence, par exemple, RFI qui annonçait déjà que la junte a donné l'autorisation pour que la délégation de la CEDEAO puisse atterrir en toute sécurité. C'est ce que le Premier ministre a dit. À Niamey. Donc, normalement, pour la junte, ce n'est pas normalement eux qui ont empêché la délégation de pouvoir venir au Niger. Et selon, d'accord, l'information qui a été donnée, c'est que ça, je ne vous arrête pas. Hier déjà dans la matinée, Jeune Afrique a annoncé que l'autorisation n'a pas été accordée. C'est Jeune Afrique qui l'a accordé. C'est pourquoi c'est pour tout ça que je dis que les informations que vous avez et que les informations peut-être qu'on a ne nous permettent pas, d'accord, de pouvoir trouver la juste vérité dans cette situation. Vous trouvez que la CEDEAO doit s'exprimer? C'est comme si, la junte accuse
accuse la CEDEAO. Et la CEDEAO pour le moment, la CEDEAO n'accuse pas. Non. Pour le moment, la CEDEAO n'a pas encore parlé. Abuja dit que c'est suite à une panne technique qu'ils n'ont pas pu se rendre à Niamey. Ah, d'accord. C'est ce qu'Abuja a dit. D'accord. Dans les informations qui ont circulé. Mais Abuja, quand on a panne technique, on saisit, Abuja aurait pu saisir Niamey par téléphone. Voilà, donc parce qu'ils doivent avoir le contact du Premier ministre, n'est-ce pas? Non, pas la junte a parlé. La junte a dit que c'est comme si la CEDEAO est animée d'une mauvaise foi. C'est pourquoi ils ont dit que malgré les autorisations qu'eux, ils ont données, qu'ils disent qu'il y a panne technique, que c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés. Bon, donc peut-être que cette situation est née peut-être de la mésentente qui existe, peut-être même entre les membres de la CEDEAO, qui même en leur sein ne s'entendent pas réellement. Sinon, comment se fait-il, tel qu'on l'a évoqué effectivement, comment se fait-il que le représentant du Togo soit là-bas, d'accord? Et la CEDEAO dit, Abuja dit qu'ils ont eu une panne technique, c'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés. L'autre dit qu'il a donné une autorisation. Et Tchomakou l'a affirmé tout à l'heure qu'il y a eu 2 autorisations. Une pour le Togo et une pour la CEDEAO. En tout compte fait, je comprends que nous allons suivre de très près l'évolution de l'information, l'actualité, et peut-être nous y reviendrons dans les tout prochains jours quand on y verra très clair. Mais déjà, c'est déjà osé que de faire les analyses à ce propos, de faire, de dire ce que vous pensez de cette situation. On va passer, absolument, on le souhaite vivement. On va passer à une autre information, à la une de notre journal. C'est les 4 vérités qui a fait une interview à une députée. Elle n'est pas députée, d'accord. Edossi Dakwe, elle est quoi? Bon, elle est politique? Non, elle n'est pas politique. D'accord. En fait, elle a été journaliste. Elle a travaillé avec moi au journal Fraternité. Elle a voulu se faire parler d'elle. Nous allons parler d'elle. Le chef de l'État ne sera pas candidat pour un 3e mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là où se trouve le débat? Est-ce que, Adrien Tchomakou, le problème aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'un problème de 3e mandat? Les gens ne veulent pas qu'on touche à la Constitution, ou bien il s'agit d'un problème de 3e mandat? Mori Agua, le problème du 3e mandat n'est plus à l'ordre du jour. Pour moi, c'est que... Donc, Edossi est passé à côté. Je ne dis pas qu'elle est passée à côté, c'est son point de vue à elle. Une chose est claire, Patrice Talon même ne peut même pas oser dire qu'il ferait un 3e mandat. Ce n'est pas de ça que je parle. Le vrai problème aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution, c'est la modification du code électoral. Et la modification de ce code électoral tel que ça s'agite dans le sphère politique, c'est que cette modification doit inéluctablement nous amener à réviser la Constitution. Pourrait impliquer une révision de la Constitution. Et si tel est le cas, est-ce que c'est le moment de réviser la Constitution? Puisque nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons à nouveau toiletter notre Constitution. Nous devons améliorer la Constitution que nous avons. Mais est-ce que le moment est idéal? C'est la grande problématique. Je pense quand même qu'il y a un moment pour améliorer la Constitution. Il y a un moment pour améliorer la Constitution, d'autant plus que quand on parle de toucher, de toiletter ou de réviser la Constitution, pour plus d'un, ce qui inquiète, c'est de donner quitus au chef de l'État en exercice pour qu'il poursuive un autre mandat ou proroger son mandat qui est là, ou peut-être après ça, on va déclarer que nous sommes dans une nouvelle république et le compteur peut revenir à 0, ou peut-être on nous dirait par exemple que bon, désormais un chef d'État fera 7 ans et que ce ne serait pas renouvelable. Au regard de tout ça, les gens, les acteurs politiques d'abord ont peur et ne vont pas accepter. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand un journal écrit qu'il y aura bras de fer entre Patrice Talon et les députés de l'Assemblée nationale, je dis oui. La crise de confiance sera même très très profonde. D'abord, vous pensez que c'est tous les députés qui se disent aujourd'hui être avec le pouvoir, ce sont ces députés, je vais parler de tous députés du bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau. Vous pensez que tous ces députés vont accepter que Patrice Talon, qu'on donne de bonus à Patrice Talon, de proroger un peu son mandat, ou bien Patrice Talon va ramener le compteur à 0. Patrice Talon a appelé les députés pour leur parler de prolongation de son mandat. Patrice Talon a dit,
aux députés de l'opposition, puisque des députés de l'opposition m'ont parlé, moi. Mais ce n'est pas le compte rendu qu'ils ont fait à la télévision. Laissez-moi vous dire, il dit, lui ne veut pas d'une révision de la Constitution, mais il souhaite qu'on améliore, conformément à cette décision de la Cour constitutionnelle, qu'on améliore le code électoral. Et il est souhaitable que chaque acteur politique, chaque député fasse sa proposition. Et améliorer le code, c'est ça qui vous fait parler d'un mandat de 7 ans? Le même jour, un député, dans l'après-midi plus précisément, un député, ou pour ne pas dire, les députés du bloc républicain ont porté la voix, par le biais d'un député, ils ont porté, comment il s'appelle, Hassan Seibou, qui dit, il a fait une proposition d'amélioration du code électoral qui doit inéluctablement induire à la révision de la Constitution. Et là, du fait que ce député soit de la mouvance présidentielle et qu'il soit très très proche de Abdoulaye Biotchane, qui parle d'Abdoulaye Biotchane, parle de Boni Yayi, les gens estiment que c'est le chemin. Qui parle de Abdoulaye Biotchane, parle de Boni Yayi. Patrice Talon, je veux dire. Ah, heureusement. Patrice Talon. Ah, heureusement. Parle de Patrice Talon. Heureusement. Donc, plus deux, c'est que automatiquement. Cette partie ne vous a pas échappé. Automatiquement, c'est la révision de la Constitution, que c'est cette machine de la révision de la Constitution qu'on est en train de dérouler. Et comme ça, c'est une psychose totale dans le rang des députés de l'opposition. Les gens ont peur, les gens réfléchissent autrement. Mais qu'est-ce que le monsieur là veut nous faire voir? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Est-ce une manière de nous amener à briser notre rêve politique? Parce que en tout cas, Boni arrive, c'est Oru à la une de. Oru, invite à la vigilance. Invite à rester très vigilant. Ne pas forcément croire les propos du chef de l'État. Donc, je pense que à l'étape actuelle des choses, Patrice Talon même ne doit pas souhaiter faire un troisième mandat. Nous avons vu des chefs d'État. Il a dit qu'il ne révisera pas la Constitution pour un troisième mandat, ni pour s'éterniser au pouvoir. Oui, le problème c'est quoi? Dire, c'est bon. Mais c'est passer à l'acte qui est ce qui est plus souhaitable. Parce que, vous savez, Mori Agua, laissez-moi vous dire que aujourd'hui, Boni Yayi, pas Boni Yayi, excusez-moi, Patrice Talon, aujourd'hui, pour plus de, oui, il ne veut pas faire troisième mandat, mais si on lui donne la chance, encore, il peut toutefois le faire. C'est ça. Ah bon? Mais vivement qu'il ne sorte pas la grande porte. D'accord. Merci Maurice. Il faut remarquer que sur cette actualité du mandat, en tout cas, le troisième mandat du chef de l'État, je crois que c'est une question. La question, c'est la préoccupation, ou du moins l'intervention d'une certaine Eudoxie Dagbert. Oui, c'était elle qui avait été tirée à la place de l'ex de Tukutuna qui avait démissionné. C'était elle qui avait été tirée à sa place et elle-même, elle a refusé d'occuper le poste à Tukutuna. Je me rappelle très bien, c'est d'elle. Je crois qu'il faut remarquer que sur ce qu'elle disait, c'est qu'elle est en train de tirer sur l'opposition en disant que c'est comme si c'est l'opposition qui est en train de vouloir faire croire aux gens que le chef de l'État veut un troisième mandat, mais l'opposition ne l'a jamais dit. Le problème, c'est qu'il faut être méfiant, d'accord, en cette période où on n'est pas trop loin des élections générales, d'accord, où toute interprétation ou toute action que l'on pourrait faire pendant cette période-là sont quand même très sensibles, où il faut forcément, lorsqu'on a parlé, après la rencontre avec les partis de l'opposition, par exemple, même avec le toilettage souhaité du code électoral, c'est qu'il faut associer tous les acteurs politiques, d'accord, et même ceux de la société civile, d'accord, à cette relecture, par exemple, du code électoral. C'est ce qui est souhaitable. Et sur la question du troisième mandat du chef de l'État, je pense que normalement, d'accord, en l'État, il faut le dire honnêtement, la Constitution ne le permet pas. Ne le permet pas. À l'état actuel où on est, la Constitution ne le permet pas. Donc ça veut dire que, tel qu'Adrien l'a dit, si on doit toucher, d'accord, aux fondamentaux, d'accord,
de cette loi, par exemple, c'est qu'on ne peut pas le faire dans cette période-ci où déjà des critiques sont en train d'être émises, d'accord, pour dire en quelque sorte que si on ouvre la brèche, c'est que le chef de l'État pourrait revenir. Et du moment où même si le chef de l'État, la personne dit « je ne veux pas d'un troisième mandat », je ne veux pas réviser la Constitution pour m'éterniser au pouvoir pour un troisième mandat. On ne sait pas ce qu'il y en est de son entourage. D'accord. On ne sait pas ce qu'il y en est de son entourage et on ne sait pas quelles sont leurs réelles intentions. Parce que lorsque vous êtes avec le chef de l'État ou lorsque vous êtes dans les grâces du pouvoir, d'accord, il se peut que même si... Vous ne voulez pas que cette grâce vous quitte. Exactement. Donc, même si le chef veut partir et se libérer, par exemple, parfois, même ceux qui l'entourent ont cette vision obscure de pouvoir quand même laisser le chef de l'État, peut-être laisser le patron aller dans le décor. Béninois, donc, vous réfléchissez trop. On ne va pas quand même... Vous réfléchissez trop, les Béninois. Non, mais ça s'est toujours passé comme ça. En réalité, ceux qui étaient avec Boni Yayi, est-ce qu'ils ont voulu réellement que Boni Yayi parte? Faites un peu confiance au chef de l'État. Non, ils n'ont pas voulu. Non, je suis en train de... Faites un peu confiance à son entourage. Je suis en train d'aller un peu en arrière. Quand Boni Yayi était là, est-ce que ceux qui travaillaient avec Boni Yayi, qui étaient dans les conforts du pouvoir, voulaient réellement que Boni Yayi parte? Ils ne le voulaient pas, mais ils ont quand même trouvé une alternative. C'est après nous, c'est nous. Et l'après nous, c'est nous, c'était quoi? C'était de ramener Zinsou, d'accord, en tant que candidat quand même, pour que cette continuité puisse exister toujours, d'accord. Donc du coup, quand on en revient aujourd'hui, par exemple, on se dit que il se peut même que forcément, peut-être même si le chef de l'État ne nourrit pas cette ambition, que ceux qui sont d'accord, aux alentours du chef de l'État, peut-être vont pouvoir l'aider à commettre cette erreur-là. Et c'est ce qu'on ne souhaite même pas. Vous en avez suffisamment. Ça risque d'amener vous en avez suffisamment dit sur ce sujet. On va finir, s'il vous plaît. Je n'en parle plus. On n'en parle plus. On ne parle plus de la révision ou tout ça. On passe à un autre sujet. S'il vous plaît, Adrien Choumakou, vous n'avez pas la parole. Je vous en prie. On passe maintenant à un autre sujet. Mise à la retraite de 1074 officiers. Le PCB parle de véritable cataclysme. Adrien Choumakou, est-ce qu'il y a cataclysme? Il y a cataclysme. Les conséquences sont vraiment nombreuses. Le mot choisi est trop fort par le PCB. On doit trouver un mot plus fort que ça. Est-ce qu'il y a péril en la demeure quand on sait que c'est prescrit par les tests de la République? Même si c'est une décision d'ailleurs, dans Sud Quotidien, il va l'afficher, dit que c'est légal et que les gens ont des droits et qui seront payés et tout ça. Le PCB, est-ce que le PCB n'exagère pas en parlant de cataclysme? Non, pas du tout. Le PCB n'exagère pas. Vous savez, quand j'ai lu le Nord Sud Quotidien de ce matin, j'ai souri. C'est vrai que la décision, elle est légale et elle est assortie d'allocations telles que mon grand frère Wifi Lenz-Rumbedi l'a dit. Donc, trêve de discussion si elle est légale. Écoutez, c'est une décision impopulaire. C'est une décision antisociale. C'est une décision mal mûrie. Mal pensé, voulez-vous dire? Mal pensé. Est-ce que c'est à cause des AVC que vous dites ça? Les AVC, si c'est AVC, l'AVC se guérit. AVC là, les soucis seront permanents. Sinon, en dehors de l'AVC, c'est quoi? C'est la mort? C'est l'asphyxie? Je crois que tel que l'a dit, c'est une décision suicidaire. Vous êtes d'accord avec Adrien Choumakou? Bien sûr, qu'il s'agit d'une décision suicidaire. Et on va même plus loin. C'est un règlement de compte. Ah, c'est un règlement de compte. Wilfried Léon-Rumbedi a dit qu'il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Il s'agit bien d'un règlement de compte. En quoi? Il s'agit d'un règlement de compte. Cette loi a été votée dans quelle période? Ça a été voté dans la période où il y avait eu les émeutes de 2019 et 2020. C'est en ces moments-là que cette loi a été votée. D'accord? Ce qui a été pris. Mais juste après, il y en a parmi eux qui n'avaient pas participé forcément, d'accord, à tout ce que peut-être aurait souhaité la hiérarchie policière à l'époque. Il y en a qui ont eu du retenu par rapport à cette insurrection populaire qui a eu en temps. Et peut-être qu'ils se sont exprimés? Même si allait s'exprimer, il ne pouvait pas le faire devant caméra à l'époque. D'accord? Mais juste après ça, il y en a parmi eux qui n'avaient pas encore fait le minimum de 20 ans de service. Et il fallait attendre
et les mettre au carrefour, attendre qu'ils finissent leurs 20 ans de service pour leur faire appliquer la loi. Et ce qui est grave dedans, moi, je ne dis pas que forcément tous ceux qui sont dans le lot, d'accord, sont partis d'un règlement de compte. Mais il y en a dedans. Je ne vous permets pas Il y en de a parler, dedans. de règlement de compte. Je vous dis, par exemple, attendez, je vais vous donner un exemple très simple. A été très Il clair. a été très clair. Vous prenez le cas de Philippe Mondéon, qui n'a jamais pu occuper depuis. Il a été mis au garage. Il n'allait plus au boulot. Il n'avait plus de bureau. Il n'avait plus rien. Donc, mais quand il a même. été nommé quand même. Vous ne savez pas qu'il a été nommé. Mais je vous dis, depuis des années, il n'occupait plus aucun poste. Nulle part. Il n'avait plus de bureau. Il n'avait plus nulle part à aller. Donc, il passait tout son temps peut-être à ses propres activités et autres. D'accord? Mais néanmoins, comme son salaire doit lui revenir, donc il percevait son salaire comme cela se doit, par exemple. Quand on prend, en se basant sur les passés qu'il y a eu, d'accord? Vous prenez ce cas, par exemple, ne me dites pas que c'est un règlement de compte. Donc, mais néanmoins, il y a eu d'autres cas qui sont dedans qu'on ne peut pas forcément attribuer à un règlement de compte. Mais l'impact social, tel que l'a dit Adrien Tchouamakou, l'impact social il parle de décisions impopulaires. Exactement. L'impact est énorme. Et bizarrement, il y a certains, même parmi eux, qui ont été seulement avertis 48 heures avant la prise de cette décision. Vous imaginez, vous vous levez un beau matin en tant que père de famille, en tant que grand cadre, d'accord, des forces armées béninoises, d'accord, et à 48 heures, on vous envoie une décision pour vous dire que vous êtes en retraite anticipée. Attendez. Alors que vous savez que la vie d'un homme, surtout d'un chef de famille, qui a déjà acquis une certaine expérience, d'un certain âge, tout se planifie. Tout se planifie. Et surtout encore que lorsque je sais que je suis à 10 ans peut-être de ma retraite, ou bien compte tenu de mon âge, je suis à moins de 10 ans de ma retraite, par exemple, c'est que peut-être il y a des planifications qu'il faut faire, il y a des programmes qu'il faut faire, tout ça. Et vous imaginez que du jour au lendemain, on vous annonce à 48 heures que vous êtes en retraite, à la retraite. Imaginez, vous tombez des nues. Vous aurez l'occasion d'en parler plus amplement dans le forum des rédactions. Adrien Tchouamakou, une décision suicidaire. Vous êtes levé avec un dictionnaire ce matin. Une décision suicidaire, impopulaire, antisociale. Une décision qui va faire compter des morts au peuple béninois. Oui. Une décision qui va amener... Pour finir, écoutez, et on ne parle pas de 10 personnes, 20 personnes. 1000 et quelques. Un journal a dit que ça n'atteint pas 700. Non, Wilfried Roubedi l'a dit. Je parle le représentant du gouvernement béninois. Le porte-parole, s'il vous plaît. Porte-parole. J'ai écouté avec mes oreilles, ça fait 1014 militaires et agents paramilitaires. D'accord. Je ne veux pas dire que c'est un crime, mais nous avons 700 militaires, d'accord, 315 315 policiers, 30 douaniers, 29 forestiers. Oui. Donc je pense mais 17 forestiers. Non, 29. Au plan politique, nous pouvons aussi dire que en prenant cette décision, Patrice Talon est en train de dire « Je ne ferai pas troisième mandat, je suis en train de partir, rien ne me reste plus, je n'ai plus à craindre quoi que ce soit en politique. Même si je n'ai pas de dauphin, moi j'ai déjà fait ce que je peux faire. » C'est-à-dire, cette décision, elle est vraiment mauvaise, mais je vois le côté positif. L'un des côtés positifs, c'est quoi? Il faut que je vous le dise. Vous savez, c'est 315 policiers. Ces 315 policiers qui sont remis d'office désormais à la retraite peuvent aller maintenant à l'immigration, s'établir un passeport. Puisque il y a une décision antisociale qui avait été prise par le directeur général de la police Yaya, le général Yaya. Il a sorti un acte pour dire qu'aucun policier n'a le droit d'avoir un passeport en République du Bénin. Parce qu'il déposait le paquetage et il fuyait, non? Il désertait. Mais il a raison de prendre cette décision, non? Passeport, si tu es policier, tu dois avoir une autorisation spéciale. Oui, parce que tu pars en mission peut-être. Donc, vous voyez ça? Mais c'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. C'est anticonstitutionnel. Moi, je suis juriste de formation. C'est-à-dire, si vous allez devant la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle va condamner 1000 fois le général Yaya pour ça. On ne peut pas interdire à quelqu'un, un citoyen béninois, on ne peut pas interdire à un béninois de ne pas avoir son passeport. À la Cour constitutionnelle trouvera les raisons. La Cour constitutionnelle trouvera les raisons pour lui donner raison. Ça veut dire que vous encouragez que les gens déposent le paquetage. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous encouragez que les gens... problème.
Pourquoi Est-ce qu'on les a forcés à aller dans l'armée? Est-ce qu'on les a forcés à aller à la Mais on police? doit les laisser partir. Pourquoi? Si juste nécessaire qu'ils ne sont pas épanouis, ils ont la liberté de La pouvoir vie se partir. soit. Non, ils sont allés Ils ont- voir ce ils ont qui ce se passe choix-là. là-bas. Ils ne vont pas partir facilement comme ça. Ils sont allés voir ce qui se passe là-bas et vous, ce que vous n'avez pas vu, ce que moi je ne sais Dans pas, ce que tous vous les ne savez métiers, pas. il y a le secret Et un professionnel jour, ils dans vont se tous les lever métiers. et déposer le paquetage. C'est Non, l'armée. regarde, C'est de l'armée que nous Dans parlons. tous les métiers, il y a le secret professionnel. Dans tous les métiers. Donc, Bon, on va ne nous poursuivre le dites pas que c'est débat. à cause de On ça va qu'on ne va poursuivre pas le les débat, laisser même partir. s'il est intéressant. Adrien Tchomakou. Il est encore vivant. Merci. Vous pouvez lui demander. Je vais parler Adrien de Tchomakou. l'ancien préfet. L'ancien préfet. Adrien Tchomakou, du il est littoral. 9 h passé d'une minute. Comment ça Oula. s'appelle? Non, le monsieur à cheveux blancs là. Eh oui, Qui est- Kenom. Kenom. Oui. Kenom, oui. Et puis fan que Et non. puis femme Kenom. Hmm. Il m'a dit quelque chose dans son bureau au temps fort de Yaïboni. Vous voulez dire ça ici? Oui, oui. Je vais le dire. Pourquoi? C'est quelque chose qui Oui, est dites-nous. grandi. Dites-nous. Pourquoi? monsieur Vous- Adjumant. Tout le monde sait que c'est Pifan Kenom qui avait établi la pièce d'identité, sa carte d'identité à Patrice Talon, Oui. actuel président de la République. En tant que préfet. En tant que préfet. Eh, en il son temps. avait- il ne pou- il n'avait pas le choix, il doit établir ça quand Bon, il je ne vais pas dire. Bon, on va le- pas C'est- rentrer c'est- dans les c'est par détails. hasard On va pas que- rentrer dans les Bon, détails. et merci Sinon, à on vous. sait dans ça Adrien que- Tchomakou, merci. Marc Roudjanou. Merci. Mori Agua. Je voudrais remercier quand même ces personnes. Elles sont nombreuses à nous suivre, à suivre ce débat. J'ai les retours.